Alors, troisième table ronde de la journée, Monsieur Lagarde. Bonjour. Mes invités pour cette troisième table ronde consacrée au réseau ferroviaire au service de la mobilité des personnes et des marchandises. Alors, nous avons Maxime Forest, directeur général de France Logistique. Bonjour Monsieur Forest, merci d'être avec nous. Je dis un double merci puisque vous remplacez au pied levé Anne-Marie Drac, votre présidente, qui est souffrante de la grippe. À vos côtés, Pierre Devellabre, directeur projet multimodalité pour Aropa. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-François Laganne, président de la commission ferroviaire à la UTF. À ses côtés, Thomas Allary, directeur du programme CERM chez SNCF Réseau. Jean-Yves Petit, membre du réseau national transport mobilité durable de France Nature Environnement. Et enfin, François Deletraz, président de la FNOT. On va commencer tout de suite avec Maxime Forest. Une première question autour des enjeux du transport de marchandises et de la logistique. On commence par quelques chiffres. J'avais envie de commencer par un message de remerciement à la DGITM et à SNCF Réseau pour l'organisation de cet événement. Ce sont deux alliés précieux du transport de marchandises et qui le montrent une nouvelle fois aujourd'hui. Donc je souhaitais les remercier et vous partager le salut à distance d'Anne-Marie Drac qui avait prévu d'être ici et qui le souhaitait mais qui n'a malheureusement pas pu. Quand on parle de transport de marchandises, de quoi parle-t-on ? Pour chacun de vous, chaque jour, il y a environ 100 kilos de marchandises qui se mettent en mouvement quelque part. Chaque jour, 100 kilos pour chacun de vous en moyenne. Donc c'est beaucoup, 100 kilos. Dans ces 100 kilos, il y a probablement le pot de yaourt que vous êtes allé acheter au supermarché, mais il y a quelques éléments en plus pour atteindre les 100 kilos. Et donc il y a notamment il y a tous les matières et tous les produits qui font fonctionner l'économie, des hydrocarbures aux produits agroalimentaires, aux matières premières, aux produits transformés. Donc tout ça, pour chacun de vous, c'est 100 kilos chaque jour. Et dans ces volumes et dans ces flux, comme vous le savez, il y en a à peu près un dixième qui passe par le fer sur le territoire français. Et l'essentiel du reste, c'est la route. Pour dresser les enjeux, j'avais envie de partager avec vous une triple conviction et quelques messages d'optimisme. La triple conviction, c'est que la France a besoin d'une puissante et performante armature logistique et de transport de marchandises. Quand je dis armature, c'est évidemment des infrastructures, des installations, un réseau, mais c'est aussi les services qui sont produits dessus. Et pourquoi ? Pour trois raisons. La première, c'est que cette armature logistique, elle est au service de l'économie, et donc c'est elle qui va permettre à notre économie de se développer et de se transformer. La réindustrialisation des Hauts-de-France, de la vallée du Rhône ou d'autres régions, elle va réussir, on le souhaite, notamment, mais pas uniquement, notamment parce que l'armature logistique sera à son service. Le deuxième motif, c'est évidemment le changement climatique. Et avoir une puissante armature logistique dans le pays, c'est une manière de le modeler à notre manière et de l'aligner avec nos objectifs climatiques. Et évidemment, le rail va avoir un rôle très important à cet égard. Et la troisième raison, c'est un sujet de résilience. Parce que la prochaine fois qu'on cherchera frénétiquement des masques, des vaccins, de la nourriture, des hydrocarbures ou l'autre produit dont on aura redécouvert le caractère vital en quelques heures, on sera rassuré, si c'est le cas, que cette armature logistique soit globalement pas trop loin de nous. Et donc ces trois raisons font que le transport de marchandises, on a envie et on a globalement intérêt à ce qu'il s'appuie sur une armature puissante en France. Et pour l'atteindre, c'est un jeu de partenariat entre acteurs publics et acteurs privés. Et je salue en particulier le fort engagement donc de la DGITM pour le ministère en charge des Transports, mais aussi le ministère en charge de l'économie, qui sont très actifs pour œuvrer aux côtés de France Logistique sur ces sujets. Vous avez parlé de chiffres avec nos 100 kilos de marchandises par personne et par jour, hein, c'est ça. Autre chiffre peut-être, c'est la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises. Elle n'est pas si importante que ça. Alors, si je fais un arrondi généreux, je vais dire 10%. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer et comment on fait mieux. Alors, on pourrait commenter le passé, et souvent commenter l'histoire du transport de marchandises, d'une certaine manière, c'est commenter les transformations de l'économie. Quand on regarde les courbes passées, évidemment, il faut les lire, alors d'une part au regard de l'histoire ferroviaire du pays, mais aussi au regard de son histoire économique, de sa désindustrialisation. Mais j'ai envie de vous parler du futur. Et je vois deux raisons d'être optimiste. La première, c'est qu'il y a pas mal de raisons de penser qu'on va avoir besoin de plus en plus de transport de marchandises en France. Donc globalement, il va y avoir du travail pour tout le monde. Et pourquoi ? Notamment parce que la réindustrialisation, qui est un objectif a priori partagé par tout le monde, va nécessiter plus de flux sur notre territoire. Et l'autre sujet, c'est le verdissement de la plupart des filières économiques
passe par des flux de marchandises plus importants. Un exemple, quand vous faites du tri, du réemploi, du recyclage, globalement, c'est des produits et des matières qui vont rester plus longtemps sur le territoire et qui vont tourner. Et donc, c'est des flux de marchandises qui vont augmenter. Donc, première raison d'être optimiste, il y a du travail pour tout le monde. Et ensuite, il y a une demande de plus en plus forte des acteurs économiques pour décarboner leur flux de transport. Et évidemment, et donc qui tient à des tas de raisons que vous connaissez tous, qui sont à la fois réglementaires, mais pas uniquement. Et l'un des axes, l'un des leviers pour y parvenir, c'est évidemment le ferroviaire. Ce n'est pas le seul. Tous les modes de transport sont en train de faire une course à la décarbonation, mais je dirais que le ferroviaire part avec quelques longueurs d'avance. C'est une force qui n'est pas la seule. Le sujet de la performance économique est aussi essentiel dans les chaînes logistiques, mais c'est évidemment une force qui donne une arme particulière au ferroviaire. Voilà, donc de l'optimisme, mais on verra dans quelques minutes que pour autant, on n'y est pas encore, notamment dans cette volonté de doubler la part modale du fret ferroviaire. Jean-François Laganne, vous présidez la commission ferroviaire de l'AUTF, l'association des utilisateurs du transport de fret. Vous êtes donc aujourd'hui la voix des chargeurs. Qu'est-ce que ça signifie pour vous un bon usage du réseau et globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en œuvre à travers les plateformes services et infrastructures dont nous débattons et nous évoquons depuis ce matin? Alors, ce que j'en pense, c'est assez simple. Il faut qu'elle soit faite à bon escient. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à faire toutes les infrastructures de la planète. À un moment, si on n'a pas de chargeur pour mettre des marchandises dessus, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on a besoin effectivement de tout ce qu'on s'est dit ce matin, de la flexibilité, ainsi de suite. Le chargeur, je vais le dire une fois, vous allez vite comprendre, le chargeur, c'est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il est là uniquement pour trouver quel est son meilleur plan de transport. Comment il va pouvoir envoyer d'un endroit A à un endroit B, l'ensemble dans un respect de temps, parce qu'il a des contraintes vis-à-vis de ses clients, et ainsi de suite, des contraintes au départ, parce qu'il a des contraintes de production, et il faut éviter que la marchandise elle touche le sol pour que ça puisse circuler. Donc celui, c'est un opportuniste, et il faut que ça fonctionne, et il faut que ça fonctionne bien. Donc quand un train tombe en rade, c'est tout de suite 40 camions qui sont à la peine, et notre ami chargeur, il commence à déprimer. Et puis quand il a décidé de ne plus faire de ferroviaire, il ne revient plus. Donc déjà pour l'emmener, il y a déjà toute une gageure là, qui est déjà un petit peu complexe. Donc il faut être sûr qu'il soit capable de le faire, qu'il soit suffisamment saturé. Et là, j'ai pas mal de choses à répondre à 2-3 intervenants de ce matin. Bon, la France, oui, je veux bien, on va réindustrialiser, mais en attendant, ce n'est pas fait. Quand vous montez un train, c'est bien, vous avez ce qu'il faut pour le faire, vous êtes suffisamment saturé, vous avez la fréquence, vous avez tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi, pour arriver à avoir un intérêt économique, parce que là, pour l'instant, quand vous faites juste une boucle et que vous arrivez à faire un train complet, derrière, vous avez quand même le retour à payer. Donc, il faut trouver des contreflux et c'est là que ça se complique. Parce qu'on n'a jamais le bon produit, on n'a jamais le bon wagon, on n'a jamais le pré-acheminement, le bon post-acheminement. Donc ça, c'est la réalité du chargeur au quotidien. Si en plus, derrière, il est à la peine parce qu'il a des locomotives qui tombent en panne, parce qu'il y a des wagons qui sont vieux, parce que si, parce que là, ça, c'est la vraie vie du chargeur. Voilà. Moi, j'en bouffe 884 par an, des trains comme ça. Donc, quand on en perd 45 dans une année, il faut vous dire que ça pique. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité du chargeur. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, le chargeur, il a besoin, oui, d'infrastructures. Il a besoin, et ça, je vous remercie pour avoir été invité aujourd'hui, de partager avec vous les projets. Ce n'est pas la peine d'aller faire un terminal extraordinaire à Cognac si jamais personne va y mettre une seule palette. Ça n'a pas de sens. Pareil à Niort, pareil ailleurs, enfin des infrastructures, on en connaît tous. Donc ce n'est pas la peine. Donc ensemble, on est là effectivement pour partager. J'ai entendu ce matin que sans réseau, il n'y avait pas de train, c'est vrai. Sans chargeur, il n'y en aura pas beaucoup non plus. Enfin, du moins de fret. Il y aura des voyageurs, mais il n'y aura pas de fret. Donc, quand on a préparé cette séquence, vous me disiez, en fait, il y a un sujet aussi, puisqu'on parle de planification à travers les plateformes. La planification, oui, mais en réalité, nous, chargeurs, on n'a pas le même calendrier temporel et la même notion temporelle que le temps ferroviaire. Le temps chargeur n'est pas le temps ferroviaire. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Ça rejoint complètement cette notion d'opportunité, cette notion de plan de transport. Quand on construit un plan de transport, on le décide dans l'instant. On va y mettre une infrastructure qui va être un entrepôt ou pas, ou une autre structure, ou un relais, ou une autre EF en relais. Donc tout un ensemble de choses qui se construisent et qui sont là pour être faites rapidement parce qu'on a le marché, parce qu'on a l'opportunité, parce que dans un an, on n'a peut-être plus ce marché-là. Et donc automatiquement, c'est un petit peu complexe. Et quand on est dans des temps longs comme le ferroviaire, le jour où on est prêt, on n'en a peut-être plus besoin. Donc on a tous beaucoup travaillé, on a tous beaucoup transpiré.
mais malheureusement, de l'autre côté, on ne peut pas le mettre en place. Donc ça, c'est la réalité aussi, et c'est un temps important. Voilà. Si j'avais juste un truc à dire, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est qu'avant de faire une infrastructure, il faut qu'on ait aussi un intérêt économique, dans le sens où si on doit faire du multimodal, et c'est à mon avis le seul levier, parce que le wagon isolé, j'y crois beaucoup moins, c'est un petit peu le wagon isolé, je vais vite le traiter, c'est un petit peu, on a voulu ouvrir le marché, bon, c'est très bien, mais la tournée du laitier, pour pouvoir aller chercher un wagon isolé à gauche, à droite, pour arriver à faire un train complet, ça ne peut plus se faire. Donc le wagon isolé, j'y crois beaucoup moins. Par contre, la caisse mobile ou tout autre équivalent, P400 et autres, sont à mon avis les points de développement. Mais pour ça, il faut, notamment pour la caisse mobile, qu'on ait la capacité d'emporter le même tonnage. Si aujourd'hui on est en 42 tonnes avec une caisse mobile et 44 tonnes avec un camion, je vous le rappelle, on est des opportunistes, on ne va pas aller payer quelque chose en plus qui coûte plus cher en ferroviaire quand on n'a que 44 tonnes d'emport, 42 tonnes d'emport, et les 2 tonnes, on les oublie. Donc il faut absolument qu'on passe sur le 46 tonnes, multimodal. Et donc il faut absolument, ce qu'on avait réussi à avoir quand on avait réussi, quand on était en 40 tonnes, d'avoir un 42 tonnes avec la tare en prise en charge de la tare. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette histoire. Mais en attendant, il faudrait juste prendre la décision et ça pourrait aller très très vite. Et cette part modale de 10%, elle pourrait, je pense, augmenter assez rapidement, même si on n'est pas dans un train économique très dynamique en 2025. Mais ça sera un sujet qui pourrait de fait générer l'envie de monter des plateformes, de donner envie à des transporteurs de réfléchir un peu plus au ferroviaire. Et donc, voilà, si on parle d'infrastructure, on y est, on est en plein cœur, mais il faut pour ça que la législation évolue, et ça ne doit pas être très compliqué. Je pense qu'un décret façon Trump, ça doit pouvoir marcher. Ça fait sourire dans la salle. C'est fait pour ça. C'était fait pour. L'AUTF a participé dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale du développement du fret ferroviaire à une étude pour élaborer pour chaque filière industrielle ou agricole une feuille de route pour évaluer les besoins de transport ferroviaire. Ouais, là, vous mettez un peu dans les cornes parce qu'effectivement, c'est sorti. Il y a quelque chose de très très bien fait. Je pense que tout n'a même pas été relu, n'a pas été fait, mais bon, il y a des éléments. Je réserve la réponse pour une autre audience. On n'y a pas droit. Mais déjà, moi, je ne maîtrise pas, je vais être totalement transparent. Et puis, je pense que non, il y a une relecture d'abord à mettre en place. C'est prévu pour quand? Je pense que le CITEL, c'est pas mal. D'accord. Je reviens à Maxime Forest sur ce que vous disiez tout à l'heure, le développement de la part modale du fret ferroviaire. Aujourd'hui, vous avez arrondi le chiffre, on est à 10%. Il y a une volonté de multiplier ça par 2. Il y a des encouragements, il y a des vœux, il y a des souhaits. Pour autant, on n'y arrive pas. Pourquoi? Je pense qu'il y a plein de spécialistes du ferroviaire dans la salle qui auront plein d'idées. Moi, je vais vous donner des idées extra-ferroviaires. Les chaînes logistiques, elles sont multi-acteurs. Donc, la plupart des problèmes trouvent des solutions dans des approches collaboratives où on a une vision de bout en bout de la chaîne de valeur et de l'ensemble des acteurs. Souvent, opposer les modes mène à des impasses, en tout cas pour le transport de marchandises. On ne résout pas beaucoup de problèmes à monter les uns contre les autres, sachant qu'à la fin, globalement, on a besoin de tout le monde. Donc le développement du ferroviaire, il passe probablement aussi par des actions des autres modes. Et il y a probablement des choses à faire évoluer, à transformer dans la manière dont le transport routier est lui-même organisé. Est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, pour mieux remplir les camions, ce qui permettrait en plus d'en avoir moins sur la route et peut-être de mieux contribuer au remplissage des trains? Donc sur toute cette logique de massification qui est clé pour accompagner le report modal, il y a probablement des choses. Donc il y a la question qui est une question sensible dans le secteur des dimensions des camions, qui est l'un des aspects de ce sujet, mais qui plus largement renvoie à la question de comment les modes s'articulent entre eux. Et le transport combiné est emblématique de cet enjeu de complémentarité. Et un deuxième mot-clé, après je vais laisser la parole, je pense, à mes camarades de panel, le foncier. Le foncier est essentiel. Les transports, ce n'est pas uniquement des flux, c'est aussi beaucoup de place. Je pense que mon voisin connaît bien ces sujets aussi. Il y a besoin de place pour des installations, des équipements, des entrepôts, des dépôts, et il faut qu'ils soient au bon endroit. Et donc là, c'est une responsabilité considérable, à la fois de l'État, mais aussi beaucoup des collectivités, dans leur aménagement du territoire et leur planification de l'espace, de s'assurer que les terrains les plus logistiquement stratégiques, je dirais, et potentiellement environnementalement stratégiques, ces terrains soient bien sécurisés et attribués à des fonctions
qu'on estime pertinentes et donc qui peuvent être notamment la logistique. Je ne suis pas du tout en train de dire que la logistique est la seule fonction à préserver. Mais donc les terrains stratégiquement placés peuvent contribuer à faciliter ce report modal et à l'articulation entre les modes de transport. Ne pas donc opposer le rail et la route, jouer cette complémentarité. La complémentarité, elle existe entre le rail et la route. Elle existe aussi, ce qu'on va voir avec vous, Pierre de Bellabre, dans la complémentarité entre le fer et le fleuve. Vous êtes, Pierre de Bellabre, directeur projet multimodalité pour Aropa. Donc c'est un établissement public qui aujourd'hui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Mais en quoi, finalement, vous êtes-vous intéressé par le fret ferroviaire ? Alors, on a un enjeu plus large que le fret ferroviaire, qui est la multimodalité, le développement de la multimodalité. On parlait des parts modales, c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. C'est un enjeu pour nous à la fois d'attractivité, dans un contexte de compétition, de concurrence entre ports européens. Et à terme, si on n'a pas une offre multimodale qui est satisfaisante, on peut se faire bypasser et certains conteneurs ne passent plus par chez nous. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur d'avoir un maillage multimodal qui soit suffisamment dense. C'est aussi un enjeu de transition écologique, bien évidemment. On a l'habitude de dire que le train émet 9 fois moins de CO2. Bien évidemment, ça dépend des distances, mais voilà, c'est un enjeu de décarbonation. Et donc, je me permets aussi de rebondir ce qui a été dit tout à l'heure sur l'approche socio-économique, qui est une piste intéressante, à mon avis, pour régler quelques arbitrages en préconstruction sur la capacité. Voilà, donc on a ces enjeux-là. C'est évidemment un enjeu de complémentarité entre les modes. Pas tant un enjeu de complémentarité intermodale, de passage du fer vers le fleuve, mais plutôt de complémentarité géographique. C'est-à-dire qu'on observe que le fluvial qui s'appuie sur la Seine et qui a des réserves de capacité assez importantes, on peut faire 3 à 4 fois plus, on estime, sur la Seine, dessert bien évidemment le bassin parisien, l'ouest parisien, s'appuie sur des plateformes telles que Gennevilliers, Bruyères qui a ouvert récemment, et puis il y a Rouen aussi à mi-chemin. Et puis le ferroviaire qui nous permet d'atteindre un hinterland plus élargi, et aujourd'hui on peut toucher en direct des destinations comme Lyon ou Bordeaux, Vierzon, enfin voilà, il y a tout un tas de destinations qu'on peut offrir. Ferroviaire, chez vous, c'est aussi un réseau, puisque vous avez un réseau ferroviaire propre. Oui, alors absolument, on est gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. Je pense qu'on doit se classer d'ailleurs dans le top 3 des plus gros, puisqu'on a à peu près 400 km de voies qu'on gère, alors principalement au Havre et à Rouen. Et donc, on accueille à peu près 10 000 trains provenant du maritime, mais aussi des trafics continentaux, sur 9 ports ou plateformes Aropa Port répartis entre Le Havre, Rouen et l'Île-de-France. On a 2 types principaux de circulation. Le combiné, qui a sa logique assez propre, avec une logique qu'on peut assimiler au plan de transport, des plans de transport publics et une forme de régularité. Puis le conventionnel, qui lui est traité un peu différemment, et qui déplace la marchandise d'un endroit à l'autre à la demande, et donc parfois avec une forme de volatilité un peu plus forte, plus forte que ce qu'on observe dans le combiné. Et donc je rejoins également les propos de ce matin, où il faut qu'on puisse garder cette réserve capacitaire pour avoir cette adaptation time to market. Sur le conventionnel, ça c'est évident, et même sur le combiné, puisque on est dans les mêmes logiques que pour le SLO. Il faut pouvoir répondre au marché. Sur le sujet que l'on évoque depuis ce matin, qui sont ces plateformes, ces PSI, évidemment, c'est quelque chose qui a été développé sur votre périmètre en partie, puisque l'axe Seine correspond au vôtre. Regard sur ces plateformes, et aujourd'hui, comment est-ce que vous y participez ? Alors nous, on y participe activement. On a été même précurseur je crois, alors Monsieur Philizot a présenté ça très bien, donc je ne vais pas revenir dessus, mais le port du Havre, dès 2014, avait commencé avec une démarche qui s'appelle FFFAS, qui visait à l'époque à sécuriser les sillons par un travail d'anticipation. Et puis, il y a eu bien évidemment la plateforme Axe Seine, en tout cas tous les travaux qui ont été faits sur l'Axe Seine, qui étaient préfigurateurs des futures plateformes. Et donc voilà, mais Monsieur Philizot l'a très bien dit, et je ne veux pas le répéter, mais donc nous on a une participation active et assidue dans ces plateformes. On remercie bien évidemment SNCF Réseau et Mitran, qui a déjà été cité ce matin, mais qui est dans la salle, pour ces travaux. On a plusieurs intérêts dans le suivi de ces travaux. C'est
d'abord effectivement suivre les projets d'infrastructure. Et ça a bien été expliqué ce matin, la distinction entre PE, PER. Donc les évolutions fonctionnelles du réseau pour être sûr qu'à terme, il n'y a pas de dégradation de capacité et voir, si on est positif, une augmentation de capacité qui soit corrélée à nos ambitions de développement. Donc ça, c'est le travail qu'on fait avec les PE et les études exploratoires, dans une logique combinatoire. Et puis le PER, qui est une première approche, une première brique capacitaire qui nous permet d'arriver sur une maquette 24 heures et puis un certain nombre de sillons préconstruits. Et bien sûr, on est très vigilant à ce que les sillons fret, dans ce processus-là assez amont, soient bien défendus. Donc on joue ce rôle-là. On ne se substitue pas aux candidats qui vont commander ces sillons, mais nous, en tant que port, on estime qu'on est assez légitime, puisqu'on a cette vision très amont des investissements qui ont lieu sur notre territoire. On agrège un très grand nombre de chargeurs et de manutentionnaires. On a 16 000 hectares sur le port. Et donc, voilà. Donc on agrège cette vision-là, une vision assez amont qui nous permet d'avoir des signaux faibles ou même forts de développement de trafic. Et c'est pour ça qu'on joue ce rôle-là et qu'on est légitime. Voilà. Maxime Forest a évoqué tout à l'heure l'optimisme, parce qu'en termes de logistique, il y a donc de toute façon une croissance à venir. De votre côté, des projets, les perspectives de développement, puisque je rappelle qu'évidemment, tout ce qu'on se dit là aussi a un sens par rapport à ce que l'on évoque avec les plateformes, de l'expression de besoins et des uns et des autres. Alors, évidemment, on est assez optimiste, objectivement, sur le conteneur. Et du coup sur le transport de combinés, et c'est là que on fait part de besoins supplémentaires au travers des plateformes. On est assez optimiste parce que déjà on a eu une très bonne année 2024, on a eu nos vœux externes la semaine passée et on a pu se féliciter des excellents volumes qu'on a pu constater, notamment sur le ferroviaire, avec plus de 120 000 EVP, donc 120 000 conteneurs qui ont transité par l'axe Seine et qui constituent un record historique. Et puis, on est assez convaincu qu'on va faire plus, puisqu'on est dans la phase 3 de Port 2000, c'est-à-dire que nous avons investi 150 millions d'euros pour créer 2 nouveaux postes à quai. Donc, on passe de 10 à 12 qui ont été attribués à la GMP, qui est un manutentionnaire portuaire. La GMP elle-même a investi beaucoup sur sa cour ferroviaire. Elle a remis en état sa cour, elle a mis des portiques. On a MSC avec sa filiale TIL qui investit 1 milliard sur le port, et c'est un investissement qui est lancé puisqu'on a déjà les portiques qui ont été livrés. Et donc on est assez confiant sur le fait qu'on fera plus de conteneurs et donc plus de transports combinés au départ du port du Havre. Et puis par ailleurs, on a déjà une part modale routière qui est assez forte, assez élevée, donc l'enjeu c'est pas d'en faire plus. La route, elle connaît aussi ses difficultés, ses saturations. On a amélioré la situation au port du Havre ces dernières années avec un système de rendez-vous, mais malgré tout, on ne pourra pas accueillir énormément plus de camions. Donc on devra s'appuyer sur le ferroviaire. La route a aussi ses autres problèmes de recrutement, de nuisances, d'externalité. Et en plus, avec des escales qui sont toujours plus importantes, on a besoin d'un mode massifié qui permet d'évacuer rapidement un certain nombre de boîtes, de conteneurs depuis nos quais. Et puis je le disais, le fluvial aussi a ses propres limites puisqu'il est contraint par son réseau qui est quand même plutôt axe Seine. Voilà. Merci beaucoup. On va quitter le monde du transport de marchandises pour passer au monde voyageur. Avec vous, François Deletraz, vous êtes le président de la FNOT, Fédération Nationale des Usagers. J'essaye. Mais oui, mais vous essayez, vous le faites très bien. Bon usage du réseau, ça signifie quoi pour vous? Et après, je sais que vous avez été très studieux ce matin, vous avez pris plein de notes. Il m'a dit attention, j'ai plein de choses à dire. Donc on est parti, mais pas trop long quand même. Pour les usagers, le réseau, c'est quoi? C'est 2 bouts de fer reliés par des bouts de bois. Voilà. Pour eux, c'est ça le réseau. Qu'il y ait un arbre qui tombe sur la voie, qu'il y ait un aiguillage qui soit grippé parce qu'il fait 0 degré, c'est incompréhensible. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est que des trains qui roulent sur les 2 bouts de fer et les bouts de bois. Et en plus, ils ne comprennent pas l'organisation du système ferroviaire français, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'appelle SNCF Réseau, qui est SNCF sans être SNCF parce qu'il appartient à l'État, etc., etc. Ils en ont un autre qui s'appelle SNCF Connect,
qui est une agence de voyage qui appartient à l'un mais qui appartient pas à l'autre, etc. Donc pour l'usager, c'est incompréhensible. Et donc dès qu'il y a un pépin, c'est la SNCF. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre les deux bouts de fer et les bouts de bois et le passager? Il y a un certain nombre d'intervenants qui sont l'État, les transporteurs et les autorités organisatrices. Et pour l'usager, qui fait quoi? C'est incompréhensible. D'autant que l'État a des velléités contradictoires. Il dit d'un côté, il faut prendre le train, et d'autre côté, il le taxe comme personne ne sait le faire en Europe. Donc on a une vraie difficulté. Et en plus, on a une difficulté structurelle. Si vous avez un camion qui descend, je vais prendre l'autoroute entre Metz et Nancy qui est gratuite, donc la 31, il ne paye rien. Le passager qui est dans sa voiture, dans une voiture thermique, il va payer un peu de TIPP. S'il est dans sa voiture électrique, il ne paye rien. L'État ne gagne rien. Si quelqu'un prend le train, il paye une redevance pour être sur la voie ferrée. Pourquoi est-ce qu'on payerait une redevance pour être sur une voie ferrée alors qu'on ne la paye pas pour être sur la route? C'est quand même un mystère. C'est un mystère. Les deux appartiennent à la République. Donc pour les passagers, on part avec un handicap de départ par rapport à la route qui est colossal. Là-dessus, on a la problématique des opérateurs qui sont obligés, alors pas pour les TER, mais pour la grande ligne et pour le SLO, de faire des bénéfices. Et donc, ils vont au plus pressé. Et on se retrouve avec des trains qui vont de bout en bout, qui traversent la France sans s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas? Parce que de s'arrêter, ça coûte de l'argent. Il faut payer l'arrêt en gare, ça prend 13 minutes, et en bout de course, le train, au lieu de mettre 3 heures, il va mettre 3h30, et ben c'est une demi-heure de plus, c'est un conducteur de plus, c'est une machine qu'on n'a pas, on n'a pas de rame, donc on est dans une situation compliquée. Pour que les gens, le but du ferroviaire, alors par rapport au fret, on a un point commun. En France, au-delà de 100 km, 82% des kilomètres transportés sont faits en voiture. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin, hein. On est à peu près pareil. Ça veut dire que la marge de progression du train, elle est colossale. Mais à la question que je vous ai posée, je vais trahir aucun secret puisqu'on a échangé évidemment avant cette table ronde, sur le bon usage du réseau, vous m'avez dit, ça signifie qu'il serve le plus possible et de manière équitable aux fret, enfin, aux marchandises et aux voyageurs. Alors, évidemment, il faut que le réseau il a ses limites et il faut qu'il soit réparti équitablement pour des questions écologiques et pour des questions économiques entre les acteurs de fret et les différents acteurs des usagers. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le réseau est mal ou parfois sous-utilisé. Il y a des cas où il est totalement saturé. Mais il y a plein de cas où il n'est pas du tout saturé. Mais pas du tout. Et en fait, c'est l'offre qui fait que les gens basculent de la voiture vers le train. Ce n'est pas le prix. Pourquoi est-ce qu'on souhaite que les gens basculent de la voiture vers le train? C'est pour la décarbonation. C'est une évidence. Sauf que pour que les gens basculent, il faut de l'offre, il faut que ça soit facile d'usage et éventuellement que ça ne soit pas trop cher. Mais le dernier point n'est pas le plus important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre... Je vais vous donner un exemple que j'ai préparé sur les lignes transfrontalières pour ne fâcher personne entre Montpellier et Perpignan. Il y a 15 trains par jour qui vont à Perpignan, côté français. Il y a 18 trains par jour, côté espagnol, qui vont jusqu'à Figueras. Entre les deux, il y a 50 km. Sur ces 50 km, il y a 4 trains par jour. Comment voulez-vous qu'on ait un report modal en moyenne distance quand on a des cas de figure comme celui-là? Et j'en ai partout. Le report modal, il se fait sur la très longue distance, il ne se fait pas beaucoup. Il faut reconnaître, parce que c'est ou l'avion ou le train, mais sur la distance 100-500 km, le report modal, il se fait immédiatement dès qu'on a de l'offre. Et l'offre, on ne l'a pas. Donc en France, malheureusement, aujourd'hui, on coche aucune des cases. On ne coche pas la case de l'offre parce qu'on n'a pas le matériel. On coche pas la classe de la simplicité parce que la SNCF met un point d'honneur à tout compliquer tout le temps avec ses Ouigo qui ne sont pas compatibles avec ses Inouïs, la carte qui marche ici, la carte qui ne marche pas là. On a le problème des régions
dont je prétends qu'elles ne se parlent pas assez entre elles. J'ai modulé un peu mon langage. Avant, je disais elles ne se parlent pas entre elles. Sous l'action de M. Neugnot, je dis elles ne se parlent pas assez entre elles. Il faut que les régions se parlent entre elles pour qu'on ait des produits communs. On peut pas... Quelqu'un qui est en Moselle ne va pas savoir que le système s'appelle LIO ou Fluo ou je ne sais pas quoi dans une région de France. Donc, pour que les gens prennent le train, il faut que ça soit facile d'usage. Et tout ça, c'est essentiel. Et notre problème, c'est que tout ça ne coûte rien. Je veux dire que les Français et les Espagnols se mettent d'accord pour qu'il y ait plus de trains qui passent la frontière sur une ligne à grande vitesse qu'on a construite à grands frais, qui perdent de l'argent tous les ans, et où la DIF et SNCF Réseau sont obligés de mettre au bout pour que la ligne puisse continuer à tourner, c'est incompréhensible. Et donc, toute notre problématique est là. Donc, si je comprends bien, il faut à la fois simplifier les organisations, les produits, etc. Et puis, il faut, pour le coup, densifier là où aujourd'hui c'est mal utilisé. Donc, peut-être qu'il faut effectivement faire des études sur ces sujets-là. Le point de vue de la Fédération des usagers de transport, quand on parle d'arbitrage entre les trafics de proximité, longue distance, fret, etc. J'ai souvenir d'un ancien président de la SNCF qui disait, enfin, ou en tout cas, ça se disait à la SNCF, l'avantage des marchandises, c'est qu'elles ne gueulent pas, à la différence des voyageurs. Il y avait un dicton en Allemagne qui disait « La Deutsche Bahn a 4 problèmes. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. » C'est-à-dire que pour chaque saison, il y avait un problème. Il y avait les feuilles mortes, il y avait le froid, il y avait la pluie, il y avait ceci, il y avait cela. J'aimerais bien qu'on n'arrive pas en France à cette situation-là. Et l'idéal, c'est qu'il y ait de l'offre. Sauf qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, en 10 ans, il y a 25% d'offres en moins en TGV Inouï. Vous vous rendez compte, 25% d'offres en moins. C'est colossal. Ça devrait être 25% d'offres en plus. Or, on est en moins. Si on combine tous les transporteurs, que ce soit Ouigo, et je fais exprès la différence entre Ouigo et Inouï, Renfe, etc., on est à moins 1,5% sur un an. Alors que la demande explose. Comment voulez-vous que les gens prennent le train avec des chiffres pareils ? Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, entre les deux bouts de fer et les bouts de bois, et le passager, il y a toute la chaîne des autorités organisatrices, qu'elles soient régionales ou nationales, des transporteurs qui à mon sens, ne jouent pas le rôle qu'ils devraient avoir. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Jean-Yves Petit. Je reviendrai à François Delétraz après. Vous êtes membre, je le disais, du réseau national transport mobilité durable de France Nature Environnement. Et puis, parce que vous êtes aussi connu dans l'univers ferroviaire, vous êtes l'ancien vice-président transport de la région PACA. Quel regard vous portez sur ces plateformes, services et infrastructures ? Écoutez, France Nature Environnement, sur ces plateformes, a un regard plutôt positif. On ne peut que remercier Monsieur Philizot d'avoir lancé et d'avoir pris cette initiative de lancer, même si, comme il l'a indiqué ce matin, c'est un travail collectif. Il n'en reste pas moins que c'est très intéressant, d'une part, de permettre à ce que des gens qui certainement ne se voyaient pas très souvent, de pouvoir travailler ensemble. Je pense donc aux gérants d'infrastructures, à l'État, avec un rôle de médiateur, entre guillemets, de l'État, en plus de l'ADREAL et autres, et puis également avec les différents opérateurs. Donc c'est un élément très important. Pour autant, on est quand même sur un cercle d'initiés, et ça mériterait qu'en parallèle, il y ait une implication du monde politique, parce qu'il y a des décisions à prendre, ne serait-ce que pour faire le lien entre ces planifications et le financement, et puis d'autre part avec le réseau associatif, parce qu'on peut avoir aussi des suggestions sans avoir cette vision technique, mais on peut avoir un certain nombre de suggestions à formuler ou de réactions à émettre. Et puis ce qui est intéressant dans cette démarche, ça n'a pas trop été dit depuis ce matin, mais c'est qu'enfin, on s'occupe du réseau existant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire, on s'en occupe, on le valorise, on l'optimise, et donc c'est vrai. Et on reste moins polarisé sur la construction de nouvelles infrastructures. Donc voilà, c'est, je dirais, les 2 points qui nous paraissent être importants.
Dans le choix évidemment d'attribution des sillons, des capacités, se pose la question que je posais à François Delétraz il y a quelques instants, à laquelle il n'a pas tout à fait répondu d'ailleurs, on y reviendra. Quel élément on peut prendre en compte pour gérer cette articulation et faire ces arbitrages entre les circulations fret et les circulations voyageurs, au-delà de l'expression de besoin? Eh bien, on pourrait formuler une suggestion qui consisterait, pour tous les projets d'infrastructure, généralement, on fait des études socio-économiques pour déterminer si ça a un intérêt ou si ça ne l'a pas. On ne le fait pas sur les sujets liés à la planification et à l'attribution des capacités. On devrait faire ce type d'études pour déterminer les tenants et les aboutissants, les côtés positifs ou négatifs, de façon à aider à la prise de décision. Et ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant à mettre en place. Voilà, c'est des choses que l'on évoquera sur la prochaine table ronde, en fonction justement des valeurs d'utilité aussi des sillons que l'on attribue. Je reviens avec Thomas Alary sur la question des CERM. On les a évoqués à plusieurs reprises dans la matinée, les différentes tables rondes. Vous êtes, Thomas, le responsable du directeur programme CERM chez Réseau. Combien de projets désormais sont labellisés ? Alors aujourd'hui, on a 24 CERM qui sont labellisés, sachant que le label, c'est la ligne de départ du travail, en fait, après la loi de 2023. Et donc, en fait, en 2025, on va être dans une année où on va avoir des travaux pour préfigurer, dessiner ce que seront les CERM. Et en fait, on a une grosse année devant nous pour définir le triptyque schéma d'ensemble, plan de financement, schéma de gouvernance, qui permettra à ces CERM d'obtenir le statut qui est prévu par la loi, qui est un texte beaucoup plus officiel d'un arrêté ministériel. Mais peut-être, je vais peut-être rappeler en quelques mots quand même ce qu'est un CERM, parce qu'effectivement, on a évoqué plusieurs fois ce matin le terme, mais je pense que c'est important de revenir à ce que c'est pour voir les conséquences, et en particulier sur le sujet des plateformes qui nous occupent aujourd'hui. Parce que comme son nom l'indique, un CERM déjà est un projet de service. Ce sont des services, ce ne sont pas des infrastructures. Et donc c'est quand même un point extrêmement important. On gère des services, et services dans tous les sens du terme. Nombre de trains, on verra nombre d'autres modes d'ailleurs, mais ça peut être la tarification, ça peut être la billettique. C'est vraiment l'ensemble des services qui vont concourir à un trajet. Et du coup, il faut bien comprendre qu'un CERM, il ne va pas se concrétiser comme un grand projet, par exemple, avec une carte, avec un plan, avec un tracé. Il va se concrétiser par une trajectoire. Moi, je dis toujours une trajectoire en marche d'escalier, parce qu'en fait, année après année, on va monter des marches et on va améliorer, augmenter le service. Et des fois, ça va être plus de trains, des fois, ça va être plus de cars, des fois, ça va être plus de trams, parce que tout ça est multimodal. C'est la deuxième grande caractéristique d'un CERM. Et donc, année après année, le service va s'améliorer, y compris, je le disais, des sujets de billettique, des sujets de tarification. Et en fait, toutes ces marches ne nécessiteront pas des augmentations d'infrastructures. Certaines, parfois, vont nécessiter des travaux d'infrastructure pour augmenter la capacité, mais en fait, la plupart du temps, non. Et donc, c'est quand même extrêmement important d'avoir ce point en tête, parce que ce qui en découle, c'est que la priorité absolue pour SNCF Réseau en particulier, mais en fait pour tous les GI, dans un CERM, ça va être la robustesse de l'exploitation. C'est vraiment ça le point principal. Un CERM, il réussit ou il échoue par la robustesse de l'exploitation. Et donc c'est toujours l'angle par lequel on va rentrer. Et donc on a bien déjà vu ce matin que le sujet nécessitait beaucoup de dialogue pour non seulement construire très en amont cette robustesse, mais pouvoir l'assurer aussi au fur et à mesure du temps. Mais tout ça pour dire qu'on va avoir besoin de cette trajectoire, mais on va avoir besoin aussi de sa fiabilité, de sa stabilité dans le temps. Jean-Yves Petit, sur la question des CERM, quand on a échangé avant cette table ronde, vous disiez attention, il y a des questions de financement aussi, et voir où on pose les bons financements sur ces projets de CERM. Notamment, vous disiez, c'est pas sur les grands axes qu'il faut mettre ça. Non, ce que je disais, c'est par rapport à ce qu'on entend depuis ce matin sur les plateformes. J'ai l'impression qu'on est beaucoup concentré sur les axes principaux. Mais alors là, si on fait le ratio en nombre de kilomètres sur ce que ça représente par rapport à l'ensemble du réseau ferré national, ça mériterait qu'on ait un œil attentif sur d'autres lignes. Si je prends l'exemple du CERM et puis ce qu'il pourrait représenter sur la métropole Aix-Marseille-Provence, mais il y a un certain nombre de petites lignes qui sont à l'intérieur.
Il n'y a pas que des grands axes. Et donc, il faut tenir compte de ces lignes, il faut les intégrer. Et d'autre part, il y a des lignes, je pense aux lignes dans les massifs alpins, la ligne des Alpes entre Marseille et Briançon, ligne à voie unique, où ça fait quand même... Quand j'ai été élu, je me souviens, on avait demandé l'automatisation et la mise en place de télécommandes pour les croisements sur voie unique. Et le temps passe et on n'a pas trouvé les bonnes solutions, certainement pas les bons financements également. Mais il faut tenir compte de ce type de ligne. Et puis, d'autre part, il y a la nécessité, après sur le financement, c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est aussi aux collectivités locales, et notamment la métropole, de mettre la main à la poche, comme ça se fait dans un certain nombre d'endroits. Thomas Larry, sur les SERM, si on regarde ça du côté de l'offre, c'est forcément un choc d'offre qui est attendu, même si on a compris que c'était du service et pas uniquement des infrastructures. Ça va donc forcément avoir des conséquences sur les capacités et sur l'attribution des capacités. Oui, alors forcément, parce qu'effectivement, même si Jean-Yves Petit dit qu'il y a tout type de lignes possibles dans un SERM, mais ça dépend effectivement de chaque SERM, de chaque périmètre de SERM, il faut bien reconnaître que le choc d'offre qui est attendu, à un moment, il va être au cœur de métropole, puisque ce sont des services métropolitains aussi. Il va être au cœur de métropole où on a déjà énormément de demandes et où elles croît en général. Donc des services TER bien sûr, mais aussi des services grande vitesse, des services intercités, des services fret, on en a beaucoup parlé avant, parce que beaucoup de métropoles vont être des nœuds sur des trajets long parcours, ou parce qu'il y a des réflexions autour de logistique urbaine. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour que cette demande augmente. Et donc, on va avoir effectivement un enjeu à répondre à toutes ces demandes de capacité, peut-être même en même temps que les travaux, mais ça dépend des endroits, effectivement. Et donc, on va devoir anticiper, concerter, dialoguer le plus possible pour structurer l'attribution de cette capacité et faire en sorte qu'effectivement chacun puisse avoir la meilleure réponse possible à son attente. Et donc on voit bien que les mots que j'utilise dans le cadre d'un SERM sont exactement ceux qui président aux travaux des plateformes services infrastructures. Donc les plateformes pour nous, elles vont être absolument cruciales ces livrables vont être particulièrement cruciaux. On a expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les plans d'exploitation émergents, les plans d'exploitation de référence. Nous, tous les travaux qui seront réalisés cette année, je parlais de schémas d'ensemble à définir pour chaque SERM. Ces schémas d'ensemble, ils devront absolument respecter les PER, ce qu'il y a dans les PER, et les hypothèses de ces schémas d'ensemble pour le plus long terme devront absolument être les mêmes ou au moins être cohérentes avec les hypothèses qui sont prises dans les plans d'exploitation. Si on n'a pas cohérence, ou même concerne le PER, des éléments forme, on ne pourra pas, à l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure, absolue des SERM. Et donc, il est vraiment majeur en fait, qui vont se réaliser cette année sur les SERM. Les travaux, forcément, les SERM bien retenus si c'est un projet de service et d'infrastructure, forcément, ça va être des travaux. Donc là aussi, impact sur les... Oui, un autre, on aura forcément des travaux. Et de toute façon, comme on a les travaux de régénération. Donc de toute façon, dans le cœur de ces métropoles, effectivement, donc demande de capacité qui vient aux demandes de capacité des clients. Le point est majeur. Pure capacité, c'est exactement le même raisonnement qu'avant. On a besoin de cette structuration et en plateforme. Un autre angle de lecture qui est que on va aussi devoir chercher l'empreinte capacitaire des travaux, donc peut-être à modifier ou faire optimiser les méthodes industrielles sur les chantiers. Ça ne va pas se faire. Ça va se faire évidemment. Maître d'ouvrage va y travailler. Tout l'écosystème industriel, avec toute la filière, les ingénieurs, et là aussi, ces entreprises auront besoin de travailler sur les méthodes pour optimiser l'empreinte capacitaire, d'avoir de la à long terme, recruter pour pouvoir former et optimiser le moment venu. Donc c'est extrêmement important. Et donc, de façon que je le disais pour les capacités, pour la capacité, la fin du raisonnement, c'est là on a besoin des plateformes infrastructures, de leurs livrables, et on va livrer cette année, les PER, être cohérent
des plans d'exploitation émergents, souligne, alors je sais que l'État instruira le moment venu qui est statut de serre, mais il aura évidemment, mais même si c'est traité à ses côtés justement pour l'instruire et pour garantir que le moment venu, pas que des jolis dessins sur des, mais qu'ils pourront être réels. Pierre de Bellabre, les travaux de FEN, c'est un sujet pour vous? Sujet pour nous qu'on suit à d'abord l'interface et RFP où on peut avoir des travaux qui peuvent impacter négativement sur le réseau ferré portuaire. Dans les Serbes, on verra le CDG Express, enfin voilà, des projets comme ça d'insertion qui sont en Île-de-France compte tenu du réseau avec pas d'insertion un peu compliquée, des rebrousses. Ça c'est quelque chose qui est en Île-de-France auquel on peut arriver plus. Et puis compte tenu de la densité d'usage de ces réseaux-là. Donc, voilà. Le deuxième, au niveau de l'axe, on est vigilant à cette planification, travaux. Il y a toujours un à repas, enfin les trains qui ont 3 itinéraires possibles, hein, historique, Cercle-Gisors et puis Amiens. Voilà, on veille aux travaux et on en discute avec SNCF, permettre une continuité de service l'année et que nous bien sûr s'écouler en espérant passer par les axes les plus performants. Donc voilà, on a un qu'on a plus de mal à piloter. J'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, hein, on a des sillons long parcours. Alors pour le fret principalement, hein, pour les fret portuaires, on voit ce qui se passe à l'échelle de la plateforme, mais les pages telles que plutôt adaptées aux voyages. Donc pour ces sillons long parcours, un cumul de travaux, des temps de transport au final qui sont bons et qui disqualifient le fret. On compte vraiment sur la plateforme nationale pour entre plateformes matin par le et puis sur les travaux, je parle de la mission de croissance qu'on a sur le port. Il va falloir notre réseau à niveau. On va avoir des investissements qui vont venir. On a un secteur qui est en cours d'élaboration. Et donc, au moment où on fera ces grands travaux, avec la DT Normandie, pour éviter la dégaine pour les utilisateurs, avoir quelques semaines de travaux sur le réseau ferré national. Alors, on peut, je pense, travailler de logique. Non pas sous. Est-ce qu'au propos de, il y a évidemment aussi une question pour les logistiques de travaux, de nécessité d'avoir connaissance des plages travaux. Vous gérez ça? Titre personnel, je ne le gère pas. Oui. Logisticien en général. Je me suis régalé pendant toutes les discussions de finalement pour le réseau ferroviaire des voyageurs et des marchandises. Loin de ce réseau, tout le monde lui accorde une valeur. Bonne nouvelle. Et ensuite, ça, comme l'intérêt de la discussion qu'on a aujourd'hui, mais surtout l'intérêt du travail des plateformes. Peut-être une réaction. La suggestion a été faite de prendre davantage de valeur finalement associée à des circulations. C'est quoi la valeur, hein? Est-ce qu'elle est économique, mentale, sociale? En tout cas, je trouve que c'est un intéressant qui peut emmener assez loin. Finalement, on se plaint parfois que les ne râlent pas ou ne votent pas. En tout cas, on se lamente terriblement. Mais si on commence, ça revient à faire voter les marchandises. Et finalement, l'économique ou environnementale d'un train de fret, elle est considérable, quelle que soit à laquelle on l'a. Je pense que c'est un axe de réflexion intéressant, amener à des résultats assez. Voilà. François Deletraz, la question des conséquences des usagers, vivent-ils ça? Et puis je reviens quand même sur l'arbitrage entre les circuits et marchandises, et ensuite la séquence avec Jean-Yves Petit. Travaux, et qu'on leur dit que ça passe. La solution allemande, pendant 6 mois, c'est une solution plutôt que d'avoir de perturbations permanentes. Donc il faut vraiment réfléchir à la question. Et après ça, c'est un problème de communication.
et de. Alors le problème, c'est qu'il y a un transfert pour les cours, il y a un transfert modal immédiat. Est-ce que ces gens paiera après quand on réouvre? À ce moment-là, il y a un choc d'offre, un choc de facilité. Sinon, on toujours. La régularité au confort est quand même très. Quand je dis confort, je veux dire régularité, confort du siège, d'achat du billet, etc. Juste un mot, je voudrais, en écoutant ce matin, je voulais le tableau idyllique que monsieur fait de la concurrence et sur les baisses de prix dont il a les lignes données. C'est-à-dire que s'il y a de la concurrence sur Paris-Lyon, mais le reste ne baisse pas. Ce n'est pas l'ensemble du réseau grande vitesse en France qui tout d'un coup où les prix baissent de 28%. Ne baisse qu'à cet endroit-là. Et ça augmente ailleurs. Donc, voilà. Une dernière petite chose. On a un vrai problème en France de trop dans l'offre. À savoir que on a des intercités qui sont gérés par et on a des TER. Entre eux, rien. Ils ont la vente, qui est de la grande vitesse de mass transit. Ils ont donc notre TGV pour la longue distance. Et ils ont la media distanza, ce qu'ils appellent pour la moyenne distance. Regardez ce qui s'est passé sur l'ouverture du nouveau train à vitesse classique entre Paris et Bruxelles, qui était une très bonne idée. Ce n'est pas tout à fait la même clientèle, dans les mêmes prix. La SNCF commercialise ça. Elle a été réalisée sous la marque Ouigo. La marque Ouigo, c'est une marque avec énormément de contraintes, dont la facilité d'usage n'est pas. Donc, comment voulez-vous qu'on ait un modal sur quelque chose 3 fois par jour si le service qui le vend est un service. Donc, nous, notre débat d'une manière générale, c'est de dire que l'existant, essayons. C'est pas normal qu'un bus parte à un endroit alors que le TER a. Que le bus parte à 14h10, c'est une offre complémentaire et ça ne coûte. Et ça, on a le problème dans toute la France. Monsieur Bastan du cadencement, c'est la fenêtre très sur le cadencement possible en ce qui économise énormément d'argent en production et qui augmente le nombre de voyageurs. Et on exemple la Suisse, où ensuite le cadencement est national, moyens de transport confondus, 4 ans à venir. Vous voyez qu'on en est, on est des bambins. Le cadencement, c'est pour le passage un train à 14h ou à 16h, c'est une facilité qui peut aller plus facilement vers le train. Surtout, c'est la problématique des correspondances qui est en France. Encore une phase de progrès. Donc, une notion qu'on n'a pas développée. Vous me disiez, alors c'est très bien qu'on parle d'anticipation, c'est nécessaire, et on le voit pour le secteur, que ce soit les secteurs économiques, le secteur de. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui est une notion importante, l'évaluation. Et à partir du moment où, pour tout, on fait des études socio-économiques et ainsi de suite, si on fait, si on ne fait pas, a fait, le constat, aussi surprenant qu'il est, c'est rare, voire même peut-être jamais, des études d'évaluation pour savoir si ce qui a été mis en place, ça a apporté, ça correspond à l'offre qui avait été ou au projet qui avait été initialement déterminé. Et donc, je peux vous dire que sur ma région, que ça, je pense c'est un préfet d'ailleurs, un très grand préfet qui avait dit cela. Il s'étonnait que pour la ligne Aix-Marseille, il n'y ait pas eu d'évaluation. Il demandait des éléments et en fait, il n'y avait pas eu d'évaluation. Et sur d'autres lignes, c'est la même chose. Mais enfin, c'est un aspect, c'est pour dire que sur les aspects liés à la planification, à l'attribution des allocations des capacités, c'est pas des allocations, des capacités, c'est
là également, qu'il puisse y avoir un suivi, d'une part, donc avec une certaine transparence, et d'autre part, une évaluation, de façon à savoir de quelle façon on peut réorienter éventuellement en fonction des résultats. Donc c'est un sujet qui nous semblait être important pour ce qui... Donc c'est d'où la suggestion. Merci. Oui, encore un mot. Et puis le dernier point, parce que je l'avais évoqué avec vous, c'est on est sur l'augmentation de capacité, enfin ce qui a été dit depuis ce matin, d'une façon générale. Donc ça sous-entend des travaux sur le réseau existant. Ça sous-entend augmentation de capacité, plus de trains, donc plus de personnel. Or, c'est aussi le vécu qui parle. J'ai vu des projets prendre 5 ans dans la vue parce qu'il n'y avait plus les personnels adaptés ayant les compétences pour assurer ces travaux. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis après, lorsque les travaux sont réalisés, on s'aperçoit qu'il y a un déficit, par exemple, de conducteurs ou autres. Et à partir de là, c'est des trains supprimés. Et donc, c'est un vrai sujet. Or, FNE a eu le plaisir de participer il y a une quinzaine ou 3 semaines environ à une rencontre organisée par l'UTPF sur un projet qui s'appelle Transformer. Et ce projet vise à, en gros jusqu'en 2030, à favoriser le recrutement, la formation et l'attractivité des métiers dédiés au transport public d'une façon globale, mais bien entendu à ceux qui relèvent du ferroviaire. Et si dans cette planification, il n'y a pas un lien entre la capacité réelle en matière de ressources humaines de faire les travaux ou ensuite, en augmentant les capacités, d'avoir le personnel nécessaire pour faire rouler les trains, je crains fort qu'on risque de tourner en rond, d'où l'intérêt de faire le lien entre ce travail qui est fait, qui est important, qui est excellent, mais également par rapport aux ressources humaines. Merci. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager vos points de vue sur ces sujets d'attribution de capacité des plateformes. On a vu qu'il y a la demande, puisque de toute façon, ce sont des secteurs qui sont en croissance. On a noté aussi une demande de simplification, et c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué ce matin. Encore merci à tous les 6. Merci beaucoup.